Page 11 de l'introduction d'un aide de camp de Napoléon en comte Philippe de Ségur. Je rappelle la petite phrase de Danton. Danton s'arrête, regarde en face mon père et avec son cynisme trop connu, il lui répond « Monsieur, vous oubliez à qui vous parlez. Vous oubliez que nous sommes de la canaille, que nous sortons du ruisseau, qu'avec vos principes nous y serions bientôt replongés, et que nous ne pouvons gouverner qu'en faisant peur. » On comprend qu'après une telle déclaration, la conversation dut tourner court, et que mon père s'empressa de se séparer d'un monstre capable de se vanter d'un système de forfaits les plus odieux qui ait jamais souillé les pages de l'histoire. Peu de jours après, et à 2 reprises, mon père fut arrêté. La première fois, une de ces tendres amitiés qu'il savait si bien inspirer l'arracha des mains des terroristes. La seconde fois, ce fut son courage seul qui le sauva. Conduit devant le comité révolutionnaire de la section pour avoir refusé de monter la garde aux portes du temple où le roi était prisonnier, il prit le noble parti d'expliquer nettement à cette assemblée d'hommes ignorants et passionnés son invincible répugnance. Était-ce à lui, naguère ministre de ce prince, qui tant de fois l'avait comblé de bonté, d'aller se joindre à ses geôliers, et peut-être de se voir forcé à arrêter de sa main le monarque infortuné dont il avait eu la confiance? N'y avait-il pas 1000 autres postes où il pourrait être utile à l'ordre public sans inspirer à ses concitoyens une juste défiance? Partout ailleurs, il remplirait son devoir sans manquer à des sentiments que sans doute la conscience de tous ceux qui l'écoutaient leur faisait comprendre et que tous, à sa place, éprouveraient. Page 12. Heureusement, la courageuse franchise de cette déclaration vibra dans tous les cœurs. Il y eut un cri général d'approbation. Le dénonciateur, troublé, stupéfait, se vit honteusement chassé, et mon père fut ramené chez lui en triomphe. Cependant, les Girondins, déjà si loin de leur point de départ et si coupables, ignoraient qu'ils étaient à la veille d'être entraînés par l'esprit de faction et par la peur jusqu'au plus lâche et au plus odieux de tous les crimes. Janvier 1793 commençait, et mon père faisait près d'eux, pour sauver l'infortuné Louis XVI, des efforts qu'il ne devait pas croire inutiles. En effet, la veille même du fatal jugement, il reçut des plus éloquents de ses juges les promesses les plus rassurantes. Vergniaud, surtout, eut avec lui jusqu'à des épanchements de conscience. Qui, lui, votait la mort de Louis XVI? C'était l'insulter, s'écria-t-il, que d'oser le supposer capable d'une action aussi indigne. Il en détailla l'affreuse iniquité, il en signala l'inutilité, le danger même, et il est hors de doute qu'en ce moment, ce Girondin s'en croyait lui-même incapable. Ce fut pourtant ce crime odieux que, peu d'heures après ce désaveu, de funestes engagements de parti et les terribles entraînements d'une tribune révolutionnaire lui firent commettre. Ce malheureux, après avoir voté la mort, vota même contre tout sursis. Il était impossible que mon père songeât à retourner à Fresnes, où son beau-frère, M. d'Aguesseau, s'était retiré. Cette réunion de famille, dans une grande terre, eût-elle léché la cupidité féroce des batteurs de monnaie en place publique? Page 13. La prudence voulait qu'on se dispersât. Il acheta donc à 3 lieues de Paris, près de Sceaux, et dans le village de Châtenay, une petite propriété qui devint notre retraite. Ce fut là qu'il recueillit le maréchal de Ségur, mon grand-père, que les souvenirs de ses glorieux faits d'armes et des 7 années de son administration sage, économe et bienfaitrice au ministère de la guerre signalèrent à la proscription. Bientôt,
des commissaires du comité de salut public vinrent l'arracher de nos bras. Leur brutalité fléchit à l'aspect de ce vieux guerrier couvert de blessures. L'un d'eux voulut cependant mettre la main sur lui, mais l'étonnement de ce vieillard illustre et son regard ferme, froid et imposant arrêtèrent ce malheureux. Il recula et demeura respectueux pendant le reste de l'indigne mission qu'il accomplissait. Toutefois, il refusa d'accepter le dévouement de mon père qui s'offrait avec instance, ou pour remplacer mon grand-père dans la prison, ou pour partager la captivité qu'on lui préparait. Page 14. Elle dura 6 mois. On l'avait jeté à la force dans un cachot où il n'eut pour lit qu'un matelas étendu à terre sur une paille infecte. Le calme inaltérable et la sérénité constante de son âme soutinrent sa santé dans cette dure et froide prison. Il y fut respecté et même soigné par ses compagnons de captivité, ouvriers de la dernière classe du peuple, car les victimes étaient de toute espèce. Heureusement, l'impudeur des terroristes hésita à faire monter à l'échafaud un vieillard mutilé au service de la patrie, pauvre, et sur lequel il n'y avait rien à confisquer. Pourtant, l'impatience de l'un de ces scélérats, dont la cruauté a déshonoré le talent supérieur, marquait déjà le jour du supplice, quand la révolution du 9 Thermidor commença celui de ce misérable. Pour nous, restés consternés à Châtenay, nous recevions la liste quotidienne des fureurs des conventionnels et des noms de leurs victimes. Chaque jour nous apportait la nouvelle du supplice des femmes les plus douces, les plus belles, les plus inoffensives, d'enfants même, et des vieillards les plus vénérables. Il suffit de citer les Vintimille, les Malesherbes, et cette duchesse d'Ayen, sœur de ma mère elle-même des pauvres, et dont Fouquier-Tinville demanda et obtint la mort. C'étaient nos alliés, nos parents, et 1000 autres encore, car il y avait des sections entières de suspects. Nous étions sans cesse dans les transes. Un soir, nous entendîmes du fond du jardin battre le rappel dans le village. Page 15. L'instinct du danger nous fit accourir vers la maison. Il ne nous trompa pas. La consternation s'y peignait sur toutes les figures. 2 commissaires du comité de salut public venaient d'arriver dans la commune. Ils furent bientôt chez mon père. L'un était un petit homme, blond, fade et indécis. L'autre, un grand chenapan brun foncé, de 5 pieds 7 pouces, en carmagnole, le bonnet rouge en tête, un grand sabre traînant à son côté, et 2 pistolets à sa ceinture. Sa figure triviale portait l'empreinte de passion violente et grossière. Il débuta par annoncer brutalement à mon père qu'il venait pour se saisir de lui et pour le jeter dans une des prisons de Paris, où il n'aurait pas le temps de pourrir. Il ajouta qu'avant tout, il fallait procéder à l'examen des papiers, ce qu'il laissa faire à son collègue, car ce digne commissaire du gouvernement d'alors ne savait pas lire.